Ça va, tu t'es perdu en faisant le clap? Ouais, Tu ne vois rien? je pensais qu'il y avait de la bière pendant ce podcast, mais... Bah écoute, j'en ai une, mais c'est la même que celle des Vosges. Elle a pas bougé. Je sais bien que je ne bois plus. Tu ne bois plus, toi. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bah écoute, ouais, ça fait marrant de te voir à un podcast Bah après ouais. tout ça. Et donc aujourd'hui, on va parler de toi et de ton boulot de vidéaste photographe. Déjà, première question, est-ce que tu te considères plus comme un vidéaste ou un photographe à l'heure actuelle? Alors, c'est vraiment une bonne question parce que je ne me considère ni photographe ni vidéaste. Maintenant, je crée du contenu pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire par créer du contenu? Je fais de la vidéo et de la photo, donc je suis vidéaste et photographe, on va dire. Mais non, en fait, je sais pas, j'ai toujours eu ce syndrome de ce que je fais, je le fais pas vraiment. Donc voilà. Vu que c'est ton métier, par ce truc de faire du format 40 secondes, c'est devenu compliqué parce qu'en fait, on sait plus faire plus que ça. C'est biaisé, en fait, en ce moment. Tu as envie de raconter des histoires et tout, mais en fait, au cut final, tu es toujours là à sortir les 15 meilleures secondes du truc, et en fait, on perd les histoires. Créer l'image des autres et parfois oublier la sienne, du coup, c'est un peu ton problème aujourd'hui. Tu travailles sur l'image des autres en permanence, et est-ce que tu te sens toi-même à l'aise quand on te regarde? Non. Non. D'ailleurs, comme tu faisais la remarque juste avant qu'on commence le podcast, il n'y a quasi pas de photos de moi sur Instagram. Il y a plus de travail que je fais pour les autres tout le temps. En fait, le truc, c'est qu'il y a une dualité, c'est que j'ai eu un groupe de musique avant, donc avant, c'était juste centré sur mon groupe et moi. Et j'ai commencé la vidéo et la photo à cause de ça, d'ailleurs. Et en fait, j'ai tellement été sur le devant, tellement été sur tout le temps devoir m'afficher, me montrer, tout le temps être parfait et tout, qu'en fait, maintenant que je suis de l'autre côté, j'ai plus trop envie de ça, quoi. J'ai juste envie de faire du contenu, créer des choses pour les autres, c'est cool, j'aime bien ça. Et de devoir me mettre en avant, c'est un truc qui me fatigue énormément, quoi. Enfin, c'est pas moi. Donc aujourd'hui, un peu, cet exercice de podcast, pour toi, c'est un peu une première. Ouais, c'est un peu dur. Ouais, je sais. J'ai rigolé tout à l'heure, là, en étant de l'autre côté, mais là, on se comprend, c'est compliqué. C'est pas évident. C'est pas évident. Et justement, ce qui est un peu marrant dans ce monde un peu de création de contenu, est-ce que là, parfois, t'as pas l'impression de créer de beaux mensonges en permanence? Ah, je fais que ça. Je crée que du mensonge. Je pense que je suis un très bon menteur en vidéo aujourd'hui. Enfin, C'est horrible. c'est horrible. Le MacGyver du mensonge. Vraiment, c'est... On en parlait l'autre jour avec justement le podcast de Thibaut, où on s'est retrouvé à filmer des reels pour Ouais. Dewey. Mais à aucun moment on va raconter cette histoire où moi je devais accélérer et toi derrière en fait t'as failli peut-être mourir 4 fois posé sur ta boîte de lentilles à 20 000 € pour te servir de chaise, et que si je freinais trop brusquement, Je vole. tu voles et on perd 30 000 € de matériel, tout ça parce qu'on a voulu filmer 40 secondes de vidéo d'un mec qui court derrière un bus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours pareil. Mais c'est ça qui est cool, en vrai. Ça, c'est les moments où moi, je kiffe, même si tu me connais dans la vie privée, je suis très énervant sur ces moments-là et très stressé, parce que je veux toujours que l'image soit parfaite. Mais c'est les moments que je préfère, c'est le voyage et ce qu'on fait, ce qu'on crée, que tout le reste autour. Ça me saoule. Moi, il y a une question que j'aimerais bien te poser parce que c'est un truc que je vis très fort ces derniers temps et qu'on a vécu il y a pas si longtemps. C'est le moment où tu filmes, tu regardes tes images pour la première fois et le rejet que j'ai. Moi, systématiquement, je fais un truc, je vois, je me dis, oh punaise, c'est nul. Et en fait, 2 ou 3 jours après, ça décante et je regarde et je me dis, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, à partir du moment où je sors de chez moi, je me dis déjà que ça va être nul, ce qui est un gros problème en ce moment, parce que j'ai tellement des attentes et un standard très élevé à cause des réseaux sociaux et par rapport à qui je me compare. Et en fait, au moment où je le filme, pendant que je filme, je me dis putain, je suis en train de faire de la merde, c'est nul. Je rentre chez moi, j'ai encore ce tic, encore souvent, de je peux pas aller dormir tant que j'ai pas dérushé. Genre, ma journée, je viens de taper 10-12 heures de travail, des fois. Je rentre chez moi, je décharge, je regarde si mes images, il n'y a pas un problème. Sinon, je dors pas. Qu'est-ce que tu veux dire par dérocher? Parce que bon, Ok, les gens qui nous regardent. En gros, je rentre chez moi, je décharge ma carte SD sur mon ordinateur et je regarde tout ce que j'ai filmé, pas en entièreté, mais je regarde tous les moments importants dont je me souviens et je me dis, est-ce que le moment est bon? Je fais même un petit étalot en général pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, en fait. Moi, je t'ai déjà vu faire des étalos, même pendant le tournage. Oui, ça m'arrive aussi. Ça t'arrive quasiment tout le temps. Voilà, bon, heureusement, je te connais maintenant, mais je sais que tu fais tes étalos en même temps. Et moi, du coup, par rapport à la question d'avant, est-ce que par moment, tu as l'impression que ce que tu filmes, c'est parfois même plus beau que ce que les gens vivent vraiment? Ah ouais, mais en fait, c'est ça aussi le trick, en fait. C'est qu'il faut que les personnes qui vont regarder le contenu, même le contenu le plus basique qui va durer 15 secondes, il faut que l'image, pour moi, il faut que quand il y a l'image, ils disent « Waouh, c'est quoi ça ?» Genre,
Et en fait, il y a des techniques pour ça et des trucs. Ça coûte souvent de l'argent. On va pas se mentir. C'est un métier où si t'as pas d'argent, c'est difficile. Mais il y a des techniques. Il y a des techniques. Starter pack du vidéaste, 15 000 euros. Aujourd'hui, non, mais compte un bon. Je pense que si tu veux être bon, achète une bonne caméra et loue tes optiques. Achète pas d'optiques, loue-les. Premier conseil pour les débutants. Premier conseil pour les débutants, achète une caméra, oui, parce qu'il t'en faut une. Achète une bonne optique, mais le reste, loue. Après, voilà, ici, je vous le dis honnêtement, si vous avez besoin de conseils débutants, il y a James. Il vous les donnera pas tout de suite, mais ces conseils sont toujours bons. C'est pas que je veux pas les donner, c'est que j'ai déjà pas le temps. Genre, j'aimerais bien. Ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire. Un jour, donner un peu de mon savoir, mais c'est tricky, je trouve. Et donc ici, par rapport justement à la question des réseaux sociaux et comment tu te représentes, on parlait justement de ce fait de créer des souvenirs pour les autres, mais il y a aussi maintenant, qu'est-ce que ça fait d'être vidéaste aujourd'hui? Comment est-ce que tu le vis au quotidien et comment ça influence ta vie? Et je parle par rapport aux réseaux sociaux. Donc, c'est ce rapport où tu filmes un truc, tu sais que tu dois poster parce que tu dois vivre à travers ce que tu postes et que si tu le fais pas, ça rend pas de toi moins vidéaste, mais tu sais que les gens sont pas au courant. Bah, c'est néfaste. En fait, je le vis très mal. Je me sens en compétition avec le monde entier tous les jours. En fait, je travaille beaucoup, je réalise beaucoup de contenu, surtout pour des groupes de musique. En ce moment, j'ai enfin repris ce que je kiffais le plus. Ça veut dire aller à des concerts, tourner, parce que j'aime plus le moment que je passe avec les gens que le fait de le faire. Enfin, c'est assez bizarre. Mais en fait, aujourd'hui, si je voudrais être plus connu, avoir plus de taf, je devrais plus passer de temps à montrer mon process, comment je fais les choses, même si je le montre pas et qu'en fait, tout ça, c'est un peu de la poudre qu'on envoie aux yeux des gens sur Instagram. C'est « Oh, regardez comment j'ai fait la colorimétrie, donc changer la couleur d'une image. » Et en fait, le gars ne t'explique rien, il fait juste passer des couleurs sur son écran et tu fais « Waouh, c'est trop bien ce qu'il fait !» Et de là, tu fais un contenu pseudo-viral en suivant une tendance et tu deviens connu et on t'engage. Alors qu'en fait, moi, je viens d'une génération, j'ai l'impression, où le travail était valorisé plus que le process. Oui. Et voilà. Alors après, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec toi, moi, ce que j'appelle le out of the box. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont plus intéressés sur le comment faire. C'est pour ça que, par exemple, les DIY, quand on voit un passer sur les réseaux, t'es là en mode « Ah ouais, mais j'ai trop envie de savoir comment faire cette table », sachant que tu ne vas jamais faire une table. C'est ça. Et en fait, pour moi, la vidéo, c'est un peu la même chose. Les gens sont là, plus à la recherche de savoir comment tu fais. C'est un peu le tour de magie, en fait. Le tour de magie, c'est on veut plus savoir le tour, on veut savoir comment il est fait. Ouais. Et en fait, c'est là où c'est compliqué, où on a déjà eu cette discussion. Et je pense que c'est une discussion qui touche vraiment tous les indépendants aujourd'hui. C'est que si tu dois diviser ton temps de travail, il y a quasiment 2/3 de ton temps qui doit être consacré à ce que tu fais réellement et 1/3 qui est consacré à ta com. Je dirais que même c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Tu devrais passer 2/3 de ton temps à créer du contenu pour expliquer ce que tu fais, pour avoir plus de travail. Mais en fait, après, il te reste que 1/3 du temps pour t'occuper de tous ces clients-là. Et en fait, oui, je vais pas mentir, c'est un métier, on gagne bien, on gagne pas bien, ça dépend des moments, mais il y a trop de travail en vidéo aujourd'hui. Et est-ce que tu as assez de temps dans une vie pour faire ce que tu veux? Pas du tout. Et comment t'évites le burn-out avec ça? Toi qui es toujours à ça. Je pense que je suis en burn-out constant. Ça va mieux aujourd'hui. J'ai des amis qui m'entourent, qui sont là pour me faire lever le pied. Mais D'ailleurs, il est présent. Non, c'est difficile aujourd'hui d'être vidéaste, je pense, quand tu crées du contenu pour les autres. Je pense que les gens qui créent du contenu pour eux-mêmes et qui évoluent comme ça, et puis qui deviennent vidéastes par après, en s'étant fait connaître en tant que créateur de contenu, ont plus facile. Parce qu'ils sont rentrés dans un mood où ils font du contenu, donc on les appelle pour créer du contenu, c'est juste une extension. Moi, j'ai jamais créé du contenu pour moi, donc du coup, parfois, j'ai un peu de mal à créer le contenu des autres. J'ai besoin de comprendre leur univers, comprendre qui ils sont, passer du temps avec eux. Et en fait, c'est pour ça que quand j'ai des one-take de demandes de clients random, j'ai des fois énormément de mal à travailler avec eux. Okay. Parce que je ne les comprends pas, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Voilà. Alors moi, je reviens sur cette question laquelle j'ai déjà parlé avec toi. J'appelle ça le concept en pyramide. C'est l'idée que lorsqu'on fait quelque chose, quel que soit le domaine, on va toujours se comparer aux 20% qui sont au-dessus de nous. Là où souvent notre travail va plus être vu par les 80, je dirais même 90% de la population. C'est-à-dire que moi qui adore ça, c'est je sais qu'en publiant une photo, les gens vont la trouver géniale. Là où je sais que mes amis photographes, vidéastes, eux, vont pas avoir le même regard. La question, c'est est-ce que quand tu publies un travail, tu as toujours peur du regard des 10% ou tu te dis, OK, pour les 90, ça va aller? Moi, je pense même pas aux 90, en fait. C'est simple. Genre, moi, je veux être là. Et en fait, je ne
on essaye de créer du contenu ultra quali, ce qui parfois est très difficile parce que pour créer du bon contenu, en fait, il faut des moyens. Et souvent, les artistes aujourd'hui, et c'est pas de leur faute, n'ont pas les moyens de se payer le clip ou le réel qu'ils veulent du niveau qu'ils voient d'un artiste qui est chez Universal ou même d'autres labels, Sony ou quoi, ou qui ont des fonds, en fait. Bah, disons que même ici, lorsqu'on parle de petits clips pour la scène belge, vu que c'est un peu ta spécialité en ce moment, tu considères qu'il faut plus ou moins mettre combien? C'est difficile à dire, mais je pense qu'un bon 3-4 bases pour payer la personne qui réalise et une mini-équipe, c'est le grand minimum. Et on parle d'argent, on se comprend, sous la table, pas déclaré. Ouais, bon, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment très compliqué. Ça devient très compliqué aujourd'hui. Il y a une inflation très, très grande. Mais toi, du coup, ça reste quand même toujours très compliqué pour toi de pouvoir amener toujours cette qualité. Et en fait, ma question, c'est ta dualité, elle est entre la qualité et d'une certaine manière aussi la quantité qu'on te demande toujours de produire. Mais c'est juste qu'il y a énormément plus de contenu à créer aujourd'hui. Je vais prendre un exemple concret. Je bosse avec un groupe belge qui est en train de monter. Tu as le droit de les citer. J'ai le droit de les citer. Okay, donc, je bosse pour I Seal Dies énormément. Donc, c'est devenu le groupe avec qui je bosse le plus quotidiennement. Et prenons l'exemple concret d'une date. Donc, on part filmer une date. Donc, en général, il y a un jour de déplacement, un jour de tournage et un jour de out. Parce qu'ils jouent très loin en général en ce moment. Ils se sont exportés plus vers la France. Tu filmes le concert plus les moments off. De là, tu dois sortir un réel récap. Tu dois sortir des one take, donc des moments de concert sympas pour chacun des artistes. Donc, en vidéo. Tu dois en plus de ça faire des photos, avoir des photos de chaque artiste, de l'ambiance de la scène et tout. Et encore de ça, tu dois encore monter d'autres réels quand c'est des grosses scènes pour qu'ils puissent faire de la promo plus tard pour d'autres dates, d'autres contenus. Donc, on se retrouve des fois avec 2-3 jours d'editing en post pour un concert qui a duré 40 minutes. Et encore, il y a une partie, je trouve, que tu oublies, c'est la gestion humaine. Oui. C'est-à-dire que tu dois gérer des humains qui ne vont pas forcément voir le concert de la même manière que toi, parce que toi, tu as ton œil de photographe. Moi, j'ai la même chose avec les mariages. C'est ce que je dis. Souvent, je suis la personne qui s'y connaît le mieux en mariage, le jour du mariage. Parce que j'en ai déjà fait plusieurs. Et je sais que si je prends pas mon temps, que si je manque d'énergie, parce que parfois on est juste plus à plat, j'aurai pas la même qualité. Parce que j'ai pas guidé. Pour en revenir, j'ai l'impression que faut trouver une espèce d'équilibre entre tu joues la nounou un peu sévère et tu les rattrapes tout le temps pour dire genre, maintenant on va faire des photos, on va faire ça, ou tu les laisses profiter de leur moment parce qu'en fait, eux aussi, en tant qu'artistes, ils travaillent énormément pour atteindre ce niveau ou ce moment qui est un peu genre le summum de tout ce qu'ils préparent pendant des mois ou des semaines pour arriver à un concert. Et si tu viens les embêter toute la journée, dire « venez, on fait des photos pour ce... » et tout ça, bah eux, ils vont pas kiffer leur concert non plus et tu deviens un élément plutôt négatif que positif pour eux. Donc, faut trouver une espèce d'équilibre. C'est extrêmement épuisant, mais c'est aussi extrêmement valorisant quand tu arrives à avoir quelque chose. Bien sûr. Mais je comprends tout à fait. Et c'est un peu marrant parce qu'il y a une espèce de dualité une dualité. Disons qu'il y a deux types de photographes. Il y a toujours le photographe qui plutôt est le photographe de l'ombre, celui qu'on voit jamais, qui va prendre les photos de loin. Et puis tu as celui qui justement va venir s'immiscer dans la vie, ou même faire partie. Il y a même des photographes qui, lorsqu'ils font des photos, s'intègrent dans leurs photos, même les vidéos. Toi, tu dirais que tu fais partie plus de quelle équipe? Ça dépend. Quand je bosse pour d'autres groupes, je dirais que je suis plus de l'ombre. Et on va dire qu'avec eux, comme j'ai mon passé de musicien et tout, j'ai été intégré à la team aussi un peu en tant que musicien, vu que je fais une apparition sur scène. C'est ce que j'allais dire, tu apparais parfois sur scène. Voilà, pour faire un featuring ou autre. Mais j'essaie de rester plus dans l'ombre avec eux. Mais maintenant, comme je fais vraiment partie de la famille, que ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, j'ai plutôt l'impression d'être avec les copains tout le temps et de moins travailler que réellement... Mais c'est ce qu'on disait un peu, c'est ça qui est chouette, c'est que, en fait, selon moi, pour pouvoir continuer à vivre dans ces domaines qui, en fait, sont, qu'on le veuille ou non, artistiques et à la fois du travail, si tu kiffes pas, si t'as pas cette impression d'être un peu en colo de vacances avec tes potes... Je crois que tu survis pas, survis pas. Enfin, l'ayant fait avant, et c'est pour ça que j'ai arrêté la photo de concert, il y a eu le Covid qui m'a permis de faire un break. Avant ça, je partais presque 6 mois de l'année avec des groupes que je ne connaissais pas, parce que j'avais des bookers qui me disaient « Ah, tel groupe connu des États-Unis ont besoin d'un photographe pour l'Europe, viens ». Tu pars en tournée dans un van éclaté avec des gens que tu connais pas, dans une langue que tu parles à peine, parce qu'à l'époque, l'anglais, moi, c'était un peu difficile, ou des Hongrois, où je pète pas un mot hongrois, et t'es 2 semaines avec des gars que tu connais pas, tu dois faire le photographe de l'ombre, et en fait, c'est juste... tu deviens fou, en fait. Tu reviens, t'es content parce que tu vis plein de choses, mais en même temps, tu deviens fou. Et tu reviens et je trouve que ce qui est le plus dur, même encore aujourd'hui, c'est le crash de retour. J'allais exactement parler de ça. Je m'en doutais. On allait y arriver. Ouais. Ça veut dire... moi, j'aime bien mettre des mots et des concepts, surtout comme d'habitude, mais pour moi, il y a une espèce de post-blues
de gros événements. Donc, tu rentres d'un concert, d'une semaine où tu as vécu des choses ultra intenses, tu arrives chez toi, tu es le lendemain, en slip, devant ton PC, et tu te dis... Et tu dois éditer. Et tu dois éditer. T'es là. T'as pas envie. J'ai pas envie. T'as pas envie. Je pense que c'est pareil pour toi, pour les mariages et tout. Tu vis une journée assez extrême, tu te lèves très tôt, tu shootes pendant 10-12 heures, tu rentres chez toi, tu dois des rushs parce que c'est les sécurités que tu dois avoir, sinon Enfin, moi, je flippe en tout cas si j'ai pas des backups. Et puis le lendemain ou le surlendemain, tu dois t'y mettre. C'est dur parce qu'en plus, tu revis les moments pendant que tu les regardes et que tu les montes, t'as envie d'y être. Et puis après, quand t'as fini de monter, que t'envoies, moi, personnellement, j'ai toujours le stress quand j'envoie une vidéo récap de concert à des artistes ou même des clips. J'ai toujours peur du retour des gens. Est-ce que c'est assez bien pour eux? Et moi, le seul moment où je suis content dans tout ce process, c'est quand c'est uploadé. Quand c'est uploadé, en fait, moi, le stress, il est parti. Et c'est là où je me sens le mieux. C'est comme si j'avais mon plus gros drop de dopamine. Je sais pas si c'est le bon terme. Oui, mais c'est le plus gros drop de dopamine qui me rend le plus heureux. Mais tout le process, moi, je le vomis. Ben moi, il y a ça. Et alors aussi, ce qui est très marrant, je trouve, c'est le retour que tu peux avoir parfois. Et moi, je prends le cas des photos de mariage, vu que c'est ce que je fais le plus en ce moment. C'est ce truc où j'envoie le truc et je reçois pas de réponse. Ça m'arrive aussi. Moi, je deviens fou. Et je pense que les gens se rendent pas compte de l'impact que ça a, qu'on ait besoin de retour. Mais je pense que c'est parce que tu es plus dans le côté artistique que dans le côté corporate. Enfin, tu vois, genre quand tu fais des vidéos corpo et tout, souvent tu passes par un manager ou tu passes par une boîte de prod ou autre. En fait, rien que ça ton travail est fait, t'es payé, tu l'as envoyé. En fait, le retour, c'est pas toi qui te le prends. C'est pas toi qui te le prends en pleine face. Quand tu bosses avec des artistes, surtout quand tu as une relation assez intime avec eux ou pas, puis le travail est pas le même. Le travail est pas le même. Je veux dire, tu mets en avant quand même un truc sur lequel un artiste, ça peut bosser peut-être 2-3 ans. Ouais. Et t'as cette pression. Après, voilà, moi, c'est ce que je disais, et pour que beaucoup de gens se rendent compte qu'on ne reçoit pas toujours des retours. Et nous, c'est important. Même s'ils sont négatifs, je préfère le négatif que juste l'espèce de vide intersidéral dans lequel on me laisse parfois. Ouais, je comprends tout à fait. Et encore une fois, il y a cette espèce de... Donc, on arrivait sur le fait qu'il y a cette espèce de post-blues, mais aussi comment, dans ton quotidien, tout ça t'impacte. Parce qu'en fait, après, tu te retrouves une semaine, tu te retrouves, par exemple, chez toi, avec ta copine, ça te prend du temps. Et en fait, à quel moment tu décides d'arrêter de bosser? Moi, j'ai ce problème-là, mais toi, qui fais partie de mon entourage, tu sais très bien, j'ai pas de switch off au niveau du travail et ça me pose énormément de problèmes dans ma vie de tous les jours. Genre, je n'ai pas de off, j'essaie de ne pas utiliser mon téléphone, j'essaie de ne pas être connecté aux réseaux sociaux. En fait, c'est impossible. Genre, mon cerveau ne met jamais de off et du coup, ça devient très pesant dans la vie de tous les jours. J'ai une chouette vie, j'ai des amis, tout se passe bien et tout, mais c'est dur, en fait, tu finis un concert ou un clip, tu le montes, tu l'édites, tu l'envoies, mais pendant ce temps, il y a déjà d'autres projets qui sont en cours. Et en fait, à un moment, tu dois dire stop, mais ce stop, tu n'arrives jamais à le mettre parce que tu as cette peur de ne plus avoir assez de travail, tu as cette peur de ne plus être in, parce qu'en fait, les nouveaux vidéastes qui pop, il y en a tous les jours de nouveau, c'est un métier qui est devenu ultra accessible. Je veux dire, quelqu'un qui a une bonne idée peut faire un clip. Je veux dire, t'achètes une caméra... et tu fais un clip. Tu fais un clip. Mais en vrai, aujourd'hui, tu peux. Bah, si t'as une bonne idée et que t'as un vieux caméscope, il y a toujours moyen d'avoir des bonnes idées. Il y a toujours moyen. Et en fait, c'est ça qui est assez drôle. Je fais une parenthèse, mais quand j'ai commencé le métier, je me disais toujours que c'était le matériel qui primait sur... le matériel aide beaucoup, on va pas se mentir. Avoir du bon matos, ça aide. Mais tu peux faire le meilleur clip du monde avec une caméra VHS ou un iPhone, en fait. Si l'idée est bonne et si le talent est là, je veux dire, de la personne, l'émotion qu'elle va t'en renvoyer à la caméra, avec un iPhone et tu filmes. Et t'as pas l'impression aussi que les petits nouveaux qui arrivent maintenant sont beaucoup plus... Sont overcheatés. Voilà. J'ai un peu la même discussion dans la musculation, mais ils ont tellement été exposés tôt à tout ça que les mecs ont des connaissances. Mais je pense que c'est même pas une question de connaissances, c'est une question que eux sont directement dans les trends. Et en fait, comme mon métier, moi, de vidéaste, c'est devenu plus un métier de créateur de contenu, en fait, si je reste pas je me fais dégager au bout de 2 semaines, en fait. C'est ultra dur. Même si une fois que tu montes dans le professionnel, on revient toujours aux bases. Aux bases cinématiques, c'est toujours des plans assez fixes, avec des bonnes émotions, des bonnes idées. Un petit Rembrandt. Un petit Rembrandt, toujours, un petit triangle. Un petit triangle sous l'œil. C'est ça. Hein. Voilà. Mais non, c'est super dur. C'est ultra compétitif aujourd'hui, d'être vidéaste ou photographe, en fait. Et donc, moi, je vais te reposer aussi la question de, maintenant, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te permet, ou qui sont les personnes quels sont les moments qui te permettent de déconnecter totalement de tout ça et qui te permettent de te ressourcer en tant que personne? Me ressourcer, non, mais ce qui me permet de déconnecter, c'est mon chien et ma copine. Genre, et d'ailleurs, j'ai dit mon chien avant ma copine, c'est pas très cool pour elle, mais c'est juste qu'en fait, c'est un être vivant qui vient et qui te dit coucou, je dois sortir dehors. Donc là, tu lâches ton ordi et tu viens dehors avec moi.
je pense que c'est mon seul filet de sécurité Mhm. pour arrêter de travailler, parce que si j'avais pas ça, ben en fait, je peux me réveiller à 7h du matin et rester jusqu'à minuit devant mon ordi à éditer et apprendre des choses. Et c'est là où est le piège dans le métier, c'est que tu as envie d'apprendre tout le temps pour rester in, mais tu n'arrêtes jamais d'apprendre, mais tu n'arrêtes jamais aussi de dire j'ai des acquis et il faudrait que je travaille maintenant. C'est touchy. Alors, du coup, moi, je vais te poser une autre question qui me taraude, j'aime bien ce Ouais. mot. C'est, j'ai l'impression qu'il y a certains profils, en tout cas beaucoup chez les photographes et les vidéastes talentueux, parce que clairement, je te mets dans cette catégorie, où en fait, j'ai l'impression que vous avez un peu ce besoin de toujours développer de nouvelles compétences. Et autant tu as commencé par la photo, tu es passé à la vidéo, et maintenant, tu es carrément passé à la 3D. Et en fait, moi, mon petit point de vue, c'est en fait, une fois qu'on a fait le tour, bien qu'on n'a jamais été jusqu'au bout, c'est une fois qu'on a fait le tour, on se lasse et on passe à autre chose. Je pense que tu as raison. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre point, c'est que, comme je te dis, il y a l'arrivée des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et tout ça. Le métier de vidéaste, il est pas en train de mourir, il va pas mourir, mais il évolue. Et en fait, c'est cool, l'IA, on peut faire de très belles choses avec, on l'utilise tous. Mais je pense que moi, personnellement, mon cas, c'est que j'ai commencé par la photo. Puis, de par mon métier de photographe de concert, la vidéo est arrivée dans les concerts, en fait. Parce que comme les boîtiers sont devenus plus accessibles, ils ont dit, ah ben maintenant, on peut avoir de la vidéo facilement. J'ai dû apprendre la vidéo. Ce qui a fait que j'ai pu faire des belles choses, des beaux clips, des courts-métrages et autres. Mais en fait, à un moment, tu as fait le tour de ça. Et en fait, tu sais que si tu veux monter plus haut, ça ne dépend plus. C'est pas que ça dépend encore de toi, mais ça dépend d'autres personnes, d'autres facteurs. Être repéré, avoir une boîte de prod ou autre chose. Et en fait, ça, c'est ce qui fait qu'à un moment, tu as envie d'apprendre autre chose pour essayer peut-être de te démarquer des autres et évoluer et dire, moi, je sais faire ça en plus. Mhm. Et en fait, la 3D aussi, aujourd'hui, qui est devenue aussi beaucoup plus accessible qu'avant, ben, t'as un manque de budget, tu veux filmer dans un décor de ouf. Bah, si t'as la 3D, le décor, tu le crées. Et c'est plus aussi compliqué qu'avant de créer un décor. Tu peux acheter un pack d'assets sur Internet où tu mets tes bâtiments, tes murs, tu fais une belle lumière, un green key et au revoir. Mhm. Entre guillemets, hein, je vulgarise, c'est pas aussi simple que ça, mais. Et c'est là où la génération de nous est vraiment très forte avec ça. Et donc, en fait, d'une certaine manière, tu dis que si tu t'arrêtes d'apprendre, ton existence de vidéaste est menacée par les petits nouveaux qui arrivent et parfois même par... là où je vais peut-être te poser une question un peu plus touchy, Ouais, vas-y. mais on a tous des amis photographes vidéastes autour de nous. Mhm. Et en fait, c'est très difficile parce que ce sont à la fois nos amis, mais en fait, d'une certaine manière, c'est aussi nos concurrents directs. Ouais. C'est un peu la relation de Naruto-Sasuke, quoi. C'est vraiment ça. Non, mais c'est clair. Oui, tout à fait. Quand tu as vu où Sacha et Régis, quoi. C'est tout le vraiment monde ça. Ben, en fait, tout le monde est ton rival. Tout le monde est ton rival, mais Et- ton ami à la fois. Et en fait, tu dois toujours avoir cette dualité de rester pote avec ton meilleur ennemi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, Ben, surtout, en fait, garder tes ninjutsu, c'est ça. tes petites techniques à toi. Tes petites techniques à toi. En fait, c'est ça qui est très dur, c'est que tu as envie d'apprendre aux autres parce que tu as envie d'être sympa et tout. Mais parfois, tu es là, tu es genre, en fait, si je lui apprends ça, le gars, demain, s'il est pas sympa, il est pas très clean avec toi, il peut te niquer ton travail, en fait. Ouais, Je pense pas que c'est le cas tout le temps parce que je suis entouré de bonnes personnes qui le font pas, mais l'ayant vécu par le passé, tu passes énormément de temps avec des gens où tu échanges les compétences dans les deux sens, on va pas se ouais, bien mentir. sûr. Mais à un moment, il y a des personnes qui sont plus jeunes, qui ont plus d'ambition que toi et arrivent à aller au-delà de certaines barrières que tu as. Moi, j'ai des barrières très fortes sur la confiance en soi, ce qui fait que je n'arrive pas à aller forcément chercher plus de clients ou plus d'autres choses. Je ne leur en veux pas, ces personnes-là. Mais ils évoluent très vite et du coup, tu as un goût d'amertume derrière en te disant, putain, eux, ils réussissent et toi, tu réussis pas, alors que je réussis, mais à ma manière. En fait, il faut revoir les choses à son échelle. Chacun son chemin pour devenir Hokage, quoi. Voilà, on a fait trop de références Naruto. Trop de références à Naruto, mais on est chacun son Nindo. Voilà, c'est chacun son Indo. Moi, je pense que j'ai réalisé aujourd'hui que j'ai pas forcément envie de travailler pour tout le monde. J'ai envie de travailler pour des gens avec qui le contact passe et où j'ai une bonne relation et j'ai envie de faire évoluer ces personnes à leur plus haut potentiel et qu'en fait, oui, si je bosse pas avec l'artiste le plus connu américain ou quoi, en fait, je m'en fous aujourd'hui. J'ai envie de faire monter des gens autour de moi et passer du bon temps. Ok, ça c'est cool. Et là où on va un peu recentrer la question, donc on va arriver sur la dernière partie, c'est exister en dehors de l'image. Et ma question, c'est est-ce que tu te filmes aussi pour te construire? Je me filme pour me construire. Ouais, c'est-à-dire, en fait, c'est toujours cette histoire de question identitaire, c'est si aujourd'hui je te retire ta casquette de vidéaste, qui es-tu? Est-ce que le fait d'être vidéaste fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? C'est en fait la question identitaire, elle est là, c'est
je vis à travers les différentes Mais casquettes ça, que je porte. c'est une des plus grandes peurs. Enfin, j'aimerais parfois arrêter. Je t'en ai déjà parlé plein de fois que j'ai envie d'arrêter la vidéo, j'ai envie d'arrêter la photo. Bon, je pense dans tous les milieux artistiques, on a des périodes de up and down. Le truc, c'est que moi, personnellement, je pense que je suis arrivé à un niveau où je maîtrise mon outil de travail. Et en fait, c'est devenu un outil de travail. Et parfois, j'en perds la passion pour laquelle j'ai commencé le métier, qui était je voulais créer des choses, je voulais faire des photos, c'était tout le temps l'effervescence dans ma tête. Et aujourd'hui, parfois, je pars travailler comme quelqu'un qui va conduire un bus, quoi. Genre, je mets mes caméras dans mon sac, je pars et c'est devenu des automatismes, en fait, des réflexes construits sur plusieurs années. Tu vois, même si je devais aller plus loin parfois, je me rends compte que je vais dans un événement avec mon appareil photo. Et tant que je suis derrière mon appareil, je me sens ultra confiant. Parce que je sais que je suis le photographe vidéaste de la soirée. Je peux parler, je peux aller voir les gens facilement. Et puis après, en fait, dans des milieux plus classiques, on va dire, où je vais juste boire un verre avec des amis, ben, je me sens nu. Tu vois, Oui, je sais plus qui je suis parce que la caméra définit qui je suis. Complètement. Et c'est très dur. Enfin, c'est très dur de se dire. Enfin, les gens me connaissent en tant que vidéaste et photographe. Là, récemment, on a l'impression que je suis le photographe attitré de un seul groupe en Belgique, ce qui, moi, m'énerve un peu parce que je bosse avec beaucoup d'autres artistes, avec Dewey, avec True the Void et plein d'autres artistes. Et en fait, ça devient un peu fatigant. Je me dis, si demain j'arrête qui je suis, et je pense que j'aurais peur de n'être plus personne, en fait. Dans un univers de réseaux sociaux et tout, voilà, j'ai arrêté la musique à un moment, j'ai mis tout ça en pause. Et en fait, quand j'ai quitté ça, j'ai eu une grosse période de dépression où, en fait, j'avais la vidéo à ce moment-là qui m'a permis de faire un transfert assez équilibré. Mais là, si j'arrête, qu'est-ce que je fais? Et c'est hyper effrayant. C'est l'impression que tu vas te mettre face au néant, en fait. Ça rejoint la question suivante, c'est est-ce que tu t'es senti dévoré par les attentes des autres ou ton propre besoin de produire, du coup? C'est exactement ça. Je pense que tu as un peu déjà répondu, mais... Le truc, c'est que si je produis pas pour les autres, j'ai pas envie de produire pour moi parce que je me sens pas à l'aise avec ça. J'aimerais bien le faire, en vrai, parce que c'est un besoin aussi vital aujourd'hui d'exister sur les réseaux sociaux pour continuer à exister dans le métier, comme tu le disais plutôt dans la discussion qu'on a eue. Mais je me sens pas légitime de le faire, en fait. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et si je crée pas, qu'est-ce que je vais faire, en fait, de mes journées? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, je me vois pas conduire un bus, tu vois. Ma question, c'est quelle est l'image que tu donnes de toi aujourd'hui ou quelle est l'image que tu aimerais bien donner de toi aujourd'hui? I'm just a chill guy. Non, je t'avoue, ça, c'est une question que je me pose absolument pas. Non. T'es plus dans l'action que dans... Je suis plus dans l'action. Ok. Pour toi, c'est pas trop important ce que les gens peuvent penser de toi? Si, c'est important. J'ai envie que les gens me voient comme une personne agréable et sympa, comme tout le monde, mais je sais pas comment te répondre à cette question. C'est super... Ouais, je sais, c'est une question un peu tricky, mais là, comme on arrive tout doucement à la fin de... Je sais pas, toi, tu te vois comment, du coup? On inverse je t'inverse le rôle, là, je prends ma carte réverso. Tu prends ta carte réverso, bah écoute, moi c'est simple, moi je fonctionne très fort par schéma, donc forcément à partir du moment où, on en a déjà dit parler, à partir du moment où moi ma première presta photo elle a été payée, je suis photographe. Là où parfois les gens vont me dire oh, mais tu te prends un peu trop pour un expert pour tout. On va prendre le cas du sport, genre j'ai donné 2 fois des coachings à des gens, du coup je considère que je suis coach de sport alors que j'ai pas du tout les compétences pour le faire. Pourtant, pourtant au-delà de ça, les gens à qui je propose du coaching sportif, elles sont très contents. Ouais. Ça n'empêche que je ne suis pas un vrai coach, mais moi, dans mon petit esprit de Oussam qui est capable de tout faire, je crois que j'ai trop regardé la série Le Caméléon quand j'étais jeune, je me dis, ouais, et même chose pour la photo et la vidéo, je me dis, surtout depuis la vidéo, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, je me retrouve à faire un podcast, je me dis, voilà, ça y est, on y est. Et moi, ça me suffit. Par contre, il y aura toujours cette envie de pouvoir faire mieux, toujours faire plus. Et moi, clairement, le fait de se comparer aux autres, j'ai très ce côté shonen où je veux être le meilleur. C'est toujours m'améliorer, faire plus. Mais aussi parfois prendre le temps de me dire, ça y est, en fait, ça, t'es confiant là-dedans, tu sais le faire, sinon les gens t'appelleraient pas. Et là où moi... Comment t'arrives à statuer, humainement parlant, là j'inverse l'interview, je suis désolé, là, comment t'arrives à statuer, de te dire, ok, là maintenant j'ai les compétences, je n'ai plus besoin d'apprendre plus, en tout cas pour le moment, pour réaliser certains jobs qu'on te propose, et te dire, ok, là j'ai pas besoin d'apprendre plus aujourd'hui, je vais aller faire des interviews pour des boîtes.
corpo, ce que tu as déjà fait et que tu fais très bien. Mais comment tu arrives à avoir ce switch? Parce que moi, j'arrive pas à l'avoir. Je suis toujours, encore aujourd'hui, je me dis que je suis pas assez bon pour faire des clips Ouais. ou pour faire du corpo ou quoi que ce soit. Alors, c'est super drôle. Hier, je me baladais avec ma copine dans la rue et il y a cette phrase qui est apparue en grand sur un mur, c'est fake it until you make it. J'adore l'accent anglais que je fais. Je déteste cette phrase. Voilà. Je déteste cette phrase. Et en vrai, c'est ça la question identitaire aussi, c'est qu'une série de projections. Et le fait de passer son temps à se projeter en mode je vais le faire, je vais y arriver, ça t'aide. Moi, aujourd'hui, par exemple, typiquement, je devais faire ce podcast et je me suis dit, j'ai jamais parlé devant une caméra, j'ai jamais parlé devant un micro, je sais pas gérer mes lumières, j'ai 3 caméras à gérer, j'ai des gens à gérer derrière l'écran qui sont juste là devant moi. C'est très compliqué, mais je me dis, tu sais quoi, fais-le et tu verras bien. Ce sera pas parfait. Après ça, t'es bien entouré. On est tout de suite. On est tous bien entourés, bien c'est entourés. clair. Et même chose, tantôt on parlait, bon là non, je vais m'éloigner du sujet, mais on parlait du fait d'être bien entouré. Et ça me rappelle la phrase d'Alexandre Astier qui disait, moi j'ai plus envie de travailler avec des connards. C'est clair, personne n'a envie de travailler avec des connards. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même si je le fais pas bien, ou pas à 100% bien, ben mes potes sont là pour me saucer. Et c'est le plus important. Et aussi, par moment, aussi pour me reprendre et me dire, en fait, là, mec, t'abuses. Et toi, le premier. Ouais. Et moi, je sais que j'ai un ego qui est surdimensionné. Heureusement, ça me protège. Mais ça me permet de me dire, OK, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais me lancer dedans et je vais le faire à fond. Et c'est le plus important. Même si je le fais pas bien, je le fais à fond. Et au moins, j'ai aucun regret. C'est des phrases un peu toutes faites, mais dans les faits, ça marche. Ouais, ça marche. Et c'est parce que, je pense, là, on va aller sur d'autres sujets bien plus compliqués, mais il y a aussi cette construction que tes parents, ou disons la vie, t'a donné un bagage qui te permet aussi de te positionner par rapport à ça. Et moi, le bagage qu'on m'a toujours donné, c'est crois en toi et les autres y croiront. C'est beau. Ouais. C'est beau. Tu t'aurais dû être philosophe, toi, je pense. Mais je suis philosophe, je t'ai pas dit. Oui, oui. Ah, t'es philosophe. Ben là, j'ai 2 potes qui m'ont dit que j'étais philosophe, du coup, c'est bon. J'ai écrit 2 phrases dans un carnet et je peux y aller, tu vois. Non, mais concrètement, on va pas tarder à arrêter, mais clairement, le fait de se dire que tu peux le devenir, ça va t'aider. Et le fait d'y croire. En fait, le problème, c'est que si toi, t'y crois pas, les autres y croiront pas. Et je pense que c'est comme ça pour tout. Et malheureusement, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances à ce niveau-là. C'est-à-dire que d'une part, tu as des gens qui seront jamais confiants en eux. Tu as des gens comme moi qui ont plus confiance que les autres. Ça n'empêche que je passe mon temps à douter. Mais je le montre peut-être pas toujours. Elle est là, ta force. Et oui. Tu ne montres pas ton doute. Et ça, c'est beau. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'était très chouette de t'interviewer parce que tu restes mon meilleur ami. Et le fait de t'avoir ici en podcast, ça nous permet d'être sur une espèce d'autre type de relation, tu vois. C'est des discussions qu'on a déjà eues, mais là, elles sont posées, il n'y a pas de combat de coq. Il n'y a pas de combat, ouais. Voilà. Bah écoutez, on va vous laisser là. Et en tout cas, je reviens encore sur le sujet de ce podcast, qui est la question identitaire, où en fait, je vais essayer d'interviewer des personnes sur leur rapport aux réseaux sociaux et par rapport à eux, ce qu'ils sont. Et j'espère pouvoir interviewer d'autres types de métiers, que ce soit le sport, peut-être une fois un philosophe, qui sait. Oh, ça, ce serait bien. Ça pourrait être drôle. On en connaît un bien, Flo. Ouais. Non. Voilà. Bon, allez. Bisous à tous. Bisous à tous. Ah, aïe, mon dos. Merci. On n'a pas fait de bisous de la fin.